On a quand même envie de revenir sur le festival de l'ingratitude auquel on a assisté il y a quelques minutes. Expliquez-vous, monsieur Maxime. Soupçon, qui est la série qu'on a financée il y a 10 ans, qu'on a lancée, et dans laquelle on a remis à peu près 500 000 € sur la deuxième saison, d'entendre que parce qu'on a changé d'actionnaire, on n'a pas soutenu, et donc ils sont partis chez Netflix. Honnêtement, c'est pas l'histoire que j'ai vécue. Sur l'animation, c'est quand même étonnant de ne jamais parler, dans le financement, des gens qui font manger aujourd'hui l'animation française, qui sont ma voisine de droite essentiellement, France Télévisions et tous les acteurs de la télévision hertzienne. Et je regrette que sur le dernier panel, Nicolas, Madeleine n'ait pas posé la question des droits. Et qui, dans l'équation économique que tu évoquais toi-même, qui détient les droits audiovisuels de cette série? C'est quoi la différence entre vendre une série à Canal et vendre une série à Netflix? Pour Canal et pour les autres, quand on finance 100% du budget d'une série comme Baron Noir au Bureau des légendes, 100%, on obtient 3,5 ans de droits de diffusion sur Canal+. Et c'est tout. Et on se retrouve potentiellement confronté à la nécessité de racheter, quand on lance la saison 4 comme nous, la saison 1 parce qu'on n'en détient plus les droits, pour la proposer à la demande, ce qui est quand même aujourd'hui élémentaire. Et quand il s'agit de l'exporter à l'international, on n'en a pas les droits, et donc cette série s'exporte, mais dans des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'elle pourrait obtenir si un acteur... Alors on est en train d'hijacker la table ronde de Fabienne qui va reprendre le micro, mais je crois que Nicolas voulait rajouter quelque chose, et Gilles aussi, et puis après Fabienne, qui a son Madonna, reprendra la parole sans prendre le micro. Nicolas et Gilles. On assiste à un cambriolage de nos ressources, cambriolage dans la pub. On n'a pas le droit de faire de publicité adressée, les GAFA ont le droit de faire de la publicité adressée. Cambriolage de notre programmation, puisque nous sommes soumis par exemple à des règles de programmation de cinéma. Ce soir par exemple, si Netflix avait les mêmes règles que nous, il devrait fermer. Il devrait fermer demain, il devrait fermer dimanche et rouvrir à 20h30 précise. Bon. Ça c'est des films interdits de cinéma. Et cambriolage de nos droits. Je rentre d'Espagne où la maison où je suis a financé et développé Casa del Papel, qui a eu un Emmy Awards récemment, Antena 13. Casa del Papel ne s'est pas poursuivi par Antena 13, mais Antena 13 a touché 4 millions d'euros pour la droit de suite sur Netflix et aura des droits infinis pour la durée de la série, pour tous les produits dérivés, le droit au format, etc., parce qu'ils ont financé le développement. En France, on aurait 42 mois. On aurait 42 mois, on devrait rendre les droits. Donc on ne peut pas lutter à armes égales, donc je pense qu'on va avoir l'occasion avec Fabienne de dire ça, mais c'est un cambriolage de nos ressources. Gilles, et peut-être que Delphine voudra rajouter quelque chose du coup, parce que... 1, 2, 3, voilà. Non, mais juste pour rebondir sur le fait que là, moi, je suis avec ma casquette aussi producteur avec Newen. On produit pour Netflix Osmosis, on produit pour Amazon Deutschland. C'est assez fascinant d'entendre deux producteurs français ne pas insister sur le fait qu'ils viennent de perdre tous leurs droits. C'est-à-dire que le modèle a changé. Et ce qui faisait la particularité de se lancer dans la production en France, c'était historiquement que le producteur était propriétaire de son catalogue. Et là, il n'y a pas de discussion. Il y en a un petit peu avec Amazon, il n'y en a aucune avec Netflix. Donc ça veut dire que vous êtes réduit, et il faut apprendre ce mot, à producteur exécutif. Et dans le métier, producteur exécutif, c'est je vous donne une marge, c'est 20-25% sur ce que vous allez faire. Vous êtes juste un faiseur, un petit sous-traitant. Vous allez fabriquer pour nous, avec toutes les conditions qu'on a entendues, et c'est vrai, très très grand professionnalisme. Alors on peut être fasciné par des conf calls aux quatre coins du monde. Bon, moi j'ai la chance d'avoir fait ça partie de ma vie, mais sur la valeur, et je pense qu'on va en reparler dans la table ronde, le partage de la valeur, il a totalement changé. Et donc ça, je crois qu'il faut quand même en être très conscient et ne pas insister là-dessus est assez surprenant. Delphine. Oui, je voulais dire deux choses par rapport à ce que mes collègues ont dit et que je partage. La première chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas en vouloir aux créateurs. Parce qu'au fond, c'est quand même une bonne nouvelle, l'essor de ces plateformes mondialisées, parce que c'est en effet des espaces pour exposer des œuvres assez différentes d'ailleurs, extrêmement créatives. Et moi, je comprends qu'une scénariste dise « c'est formidable, je serais scénariste, j'aurais la même réaction ». Donc voilà, donc il ne faut pas s'opposer aux créateurs. Moi, je comprends ce point de vue-là. Maintenant, moi, je suis plus pragmatique. Je me dis, après tout, s'il y a une forme de consensus pour trouver que la manière de Netflix est la bonne,
à ce moment-là, adaptons aussi notre législation française à cette nouvelle donne. On va en avoir l'occasion, au fond, puisqu'il y a une loi audiovisuelle qui est en préparation. Et donc, je pense qu'il faut se dire, comment est-ce qu'on aligne sur ces sujets des droits, sur ces sujets aussi de la fiscalité, les acteurs français avec les acteurs mondiaux. Donc, moi, je verrais plutôt ça comme une opportunité de repenser notre système. Et j'entends, ce qu'on a entendu là, c'est qu'il y avait, finalement, tout le monde trouve que le système Netflix n'est pas si mal que ça. Après tout, pourquoi ne pas l'étendre à la totalité de la production française ? Reprenons le fil de la discussion peut-être qu'avait envisagé Fabienne avant cette prise d'otage. Et puis je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, on reviendra sur ce thème et que Justine aussi juste pour pourra dire, prendre la on n'en parole. veut pas du tout aux créateurs, on en veut au pouvoir public. C'est tout à fait différent. Les créateurs qui peuvent, quand Netflix achète pour 18 ans ou 20 ans les droits, on a tout à fait le droit. Donc là, Nicolas, je vous dis rendez-vous vers 15h à la Maison de la Radio où on aura le nouveau ministre de la Culture, M. Riester. Vous pourrez peut-être lui poser une question. Fabienne, peut-être à toi. Alors, la télé du futur, on a déjà commencé un peu à aborder certaines questions dans la matinée et à l'instant. Je voudrais peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette réflexion formulée par Reed Hastings, le patron de Netflix. C'était en 2014 et il a dit « La télévision linéaire va encore durer un peu grâce au sport, dont la fin n'est jamais écrite, mais elle aura disparu dans 20 ans car tout cela sera disponible sur Internet. » Donc en clair, ça veut dire que dans 20 ans, ici, sur cette scène, il n'y aura plus qu'une personne, YouTube, Justine Rist. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Gilles Pélisson, vous dirigez le TF1, le leader de la télévision gratuite en France. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos ? Ouais, je crois que ça peut inspirer le fait que j'imagine ceux d'entre nous, ou peut-être nos grands-parents ils ont vu les premiers supermarchés, qui se disaient c'est ça le futur du monde, c'est-à-dire la grande distribution, on va tous aller faire nos courses dans les supermarchés, et à un moment, ma relation avec mon petit boulanger, mon marchand de fromage, etc., n'auront plus lieu, quoi. Cette espèce de fascination pour, si j'ai un acteur un peu global ou un peu mondial, finalement il va tout prendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que non, on est 30 ans, 40 ans plus tard. Oui, il y a des hypermarchés, oui, il y a des choses où on peut globaliser des choses, et puis il y a aussi des acteurs locaux. Moi, je crois que la télévision du futur, ça va être ça. C'est une télévision qui, effectivement, contrairement peut-être à ce que peut y prôner Reed Hastings, et il l'a dit, la télévision, ils sont vraiment dans ce combat. Nous, on croit évidemment que la télévision, c'est d'abord un créateur de liens sociaux. C'est ce qui se passe actuellement, c'est les news. Alors nous, on est évidemment dans notre ADN TF1 le leader sur les news. Je regardais encore les chiffres hier, on était à 13h, 5 millions 6 de Français qui étaient devant leur JT. Hier soir, c'était 6 millions 100. Donc c'est des rendez-vous absolument massifs. Et dans un monde de fake news, c'est essentiel. C'est évidemment notre chaîne info. C'est bien sûr beaucoup de liens avec les Français sur des questions sociétales. À partir du moment où il y a moins de produits, alors sur les grands networks américains, on a beaucoup développé les uns et les autres, et nous en particulier la fiction française. Et c'est là-dessus, comme le disait Nicolas, que nos combats avec le gouvernement, avec le CNC, sont vraiment d'actualité en disant il faut aider la création française, il faut continuer à nous encourager, parce qu'on peut mettre sur le devant de la scène des sujets comme Jacqueline Sauvage, comme Jonathan Destin, le harcèlement scolaire, etc., qui sont des sujets qui nous passionnent, que je ne suis pas sûr que des gens à Los Angeles vont forcément se passionner pour ça. Et avoir des choses comme Insoupçonnable, comme des mini-séries, qui sont des choses que l'on fait tous, mais qui traitent de sujets plus locaux, avec peut-être des ambitions internationales, parce que quand on fait la menthe et qu'on la vend à Netflix, on en est ravi. Et effectivement, c'est le bon côté de ce que disait Delphine, on peut l'exporter, c'est ça la bonne nouvelle des plateformes. Mais tout ça étant dans un partage de la valeur, où on crée de la valeur locale, on crée des écoles de talent. Quand on fait un feuilleton quotidien comme Demain nous appartient, qu'on crée 350 emplois à 7, eh ben ce sont des emplois locaux. Et sincèrement, ne soyons pas fascinés par la création d'un bureau qui va faire 20 personnes à Paris. C'est pas ça le sujet.
Donc, je veux dire, on est assez gentil, je pense, et fasciné par ce côté ah oui, les Américains débarquent et ils vont tout régler. Je crois qu'on a vraiment des cartes à jouer. On le voit sur le sport, on le voit sur beaucoup de lieux de rendez-vous qui font la télévision, des incarnations, des talents. Est-ce que ça suffit finalement, vous mettez en avant la création française? Est-ce que la création française elle-même peut suffire pour rivaliser avec des géants internationaux comme Netflix, Amazon aussi? Oui, une chaîne de télévision, c'est d'abord un lieu de rendez-vous et d'incarnation. Et je pense que pendant pas mal d'années, tout miser sur l'OTT ou la délinéarisation, je crois, va être compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, on aura plaisir à trouver des moments d'actualité où on a envie de vivre les choses, on a envie de les partager. Et ça, on l'a vu encore avec la Coupe du Monde. L'année prochaine, on va avoir 2 Coupes du Monde, la Coupe du Monde de football féminin et le rugby sur TF1. Bon, voilà, ça va être des moments de communion, ça va être des moments de partage, etc. Et ça, c'est pas Internet. Internet fait des communautés. On est tous d'accord là-dessus. Ça peut être des communautés très fortes. On a investi nous-mêmes dans le digital. On a des communautés. On en est ravis. Mais c'est pas la même chose. Et je crois qu'il va se passer un certain temps avant que ces grands rendez-vous, rendez-vous d'info, rendez-vous de sport, rendez-vous de lancement d'une série, etc., vont pouvoir se consommer. Il y aura toujours une grande partie de la population qui prendra plaisir à vivre ça, avec aussi une connaissance et une proximité avec les Français que je pense des plateformes mondiales n'auront pas forcément. Alors, Nicolas de Taverneau, sur ces questions de la taille des groupes français, on a TF1 qui est quand même un groupe assez franco-français, on a M6 qui lui appartient à un groupe allemand, donc développé en Europe. Est-ce que finalement, comme le disent un certain nombre d'experts, la taille, les alliances européennes vont être déterminantes à l'avenir pour les télévisions? Oui, je crois qu'il faut différencier un peu les questions. Il y avait une question, c'est de savoir est-ce que Netflix ou les services de SVOD vont remplacer la télévision? Je dirais que non, la télévision n'est pas menacée. Après, de savoir quelle est la forme de la télévision, est-ce qu'elle va être linéaire, non linéaire, est-ce qu'elle va être payante, est-ce qu'elle va être gratuite? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ça. Il y aura un mix de tout ça, et dans quelle proportion? Nous, on a, dès 2008, commencé à travailler la télévision non linéaire, on va continuer, on va faire des alliances, on va se développer, on a fait une intrusion dans la télévision payante avec TPS, qu'on a revendu ensuite à Canal+. Bon, on va probablement créer un service de SVOD. Bon, tout ça, et c'est une réflexion sur quelle est la meilleure façon d'exposer nos programmes. Après, il y aura encore une part linéaire, ça je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gilles, il y aura une part linéaire importante parce qu'il y a des programmes qui sont adaptés au linéaire. Voilà. Et puis il y aura une part non linéaire qui vont se développer, que ce soit en preview, en post-view, on améliore nos services, on fait du start-over, etc. Donc ça, ce sont nos métiers de télévision. La part linéaire, elle sera dominante par rapport au non linéaire ou l'inverse? Ça n'a pas d'importance. Il faut fabriquer un programme. La part pour aujourd'hui, par exemple, en publicité non linéaire, on la vend plus cher qu'en publicité linéaire. Donc ça nous rassure un peu. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sur nos écrans de télévision en linéaire. Donc ça, c'est un problème pour le linéaire, c'est qu'on ne peut pas faire de publicité ciblée aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'appesantir sur la réglementation. La deuxième chose, la deuxième question que vous posez, c'est est-ce que nos sociétés, nos groupes, sont capables de résister à la mondialisation. Ce qui est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de la façon dont on consomme, payante, pas payante, etc. Le groupe, bon. Moi je dis, là on a fait un sans faute dans l'erreur, c'est-à-dire qu'on a éclaté les groupes de télévision français, on leur a mis plein de compétiteurs, ça a été les nouveaux entrants de la TNT, qui ont été, j'ai toujours rappelé, les premiers sortants, et ça a été une erreur. La deuxième chose, la transformation des groupes de télévision en groupes médias, elle prend beaucoup de retard parce que la production, c'est très difficile de l'intégrer pour les raisons qu'on vient de dire. Deuxième erreur. Et troisième erreur, sur les ressources, on limite les ressources par rapport à nos compétiteurs internationaux. J'ai parlé notamment de la publicité adressée. Donc il faut qu'on fasse cette transformation, c'est beaucoup plus important. Déjà, des groupes locaux de télévision en groupes médias. La deuxième étape, j'en suis absolument convaincu, il y aura un très gros mouvement de consolidation européen. On ne peut pas rester dans la taille où nous sommes
par rapport à des acteurs mondiaux. Ça, c'est ma conviction. Alors, elle peut ne pas être partagée. Donc, il y aura des regroupements. Il y a déjà des alliances. TF1 a une alliance avec quelques collègues européens. Nous appartenons à un groupe européen et puis nous avons des alliances avec d'autres. Je pense que ce mouvement va devoir s'accélérer par rapport aux grands compétiteurs internationaux. Donc, le problème n'est pas la façon dont la télévision se consomme. C'est, l'équité des règles. Et ça, moi, j'insiste quand même beaucoup là-dessus parce que les pouvoirs publics sont très coupables. Pourquoi nous obliger, nous, à fermer au cinéma le samedi, quand Netflix est autorisé à ouvrir? Bon, c'est absurde. Ça coûte zéro. Hein, c'est pas une... Bon. Alors, il y a toujours 1 ou 2 personnes à qui ça ne fait pas plaisir, mais ça, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc, il faut absolument qu'on on débride ça, mais on sera obligé de le faire. Malheureusement, en France, on le fait avec beaucoup de retard. Et la deuxième question, est-ce que l'effet de taille va jouer? La réponse est oui. J'en suis absolument convaincu. Chez France Télévisions, est-ce que vous partagez cette analyse sur l'effet de taille, Delphine Ernotte? Oui, enfin, moi je partage l'idée que la télévision va profondément se transformer, que l'équilibre entre la télévision normale, comme disait la scénariste tout à l'heure, et la télévision, l'offre de programmes en linéaire va complètement s'inverser. France Télévisions, on est convaincu que la première antenne du groupe, ça doit être France.tv, et on va tout faire pour que effectivement le poids du non linéaire eh bien, soit complètement renforcé. Maintenant, ce que je voudrais dire quand même par rapport à la remarque de Reed Hastings, c'est qu'on aurait tort de considérer que le marché est figé tel qu'il est aujourd'hui. En fait, on n'en est qu'au démarrage de l'évolution de l'audiovisuel. Donc, dans ce démarrage, on a, dans les pays européens en général, un énorme leader sur les plateformes SVOD qui est Netflix. Mais moi, je suis convaincue que le marché va évoluer et qu'il va y avoir une place, évidemment, pour des acteurs qui vont avoir une offre beaucoup plus segmentée. Et dans cette offre segmentée, le local, que nous représentons tous, a, de mon point de vue, évidemment une place. Et je rejoins tout à fait ce que disaient Gilles et Nicolas sur le fait que voilà, la télé française n'est pas morte, hein, ou alors elle est morte et vive la télé française. Je pense qu'effectivement, voilà, là, il y a une opportunité. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs tous les trois à faire une alliance autour d'une offre Salto qui sera on ne cherche pas à affaiblir Netflix, ce serait ridicule. On cherche en revanche à faire une proposition qui est une proposition de programme audiovisuel qui sera en plus avec à la place, mais qui va exister face à Netflix. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un sujet économique. Netflix est rentré sur tous les marchés low cost, avec un prix très très bas, et on voit d'ailleurs qu'ils commencent à chercher à augmenter les prix. Donc entre la télévision gratuite, pardon de le dire, mais la télévision en France, elle est gratuite aujourd'hui, et des offres SVOD qui vont sans doute évoluer, et pas forcément à la baisse, parce qu'ils sont rentrés très bas, il y a à un moment ou à un autre un équilibre qui va se trouver. Et donc toute la question, pour moi, c'est comment est-ce qu'intelligemment on arrive à trouver cet équilibre entre le gratuit, qui à tous les trois est plutôt notre métier de fond, et la nécessité pour autant d'avoir aussi des offres payantes pour continuer à finalement tirer des revenus pour pouvoir investir dans la création locale française. Et puis pour finir, oui, moi je crois aux alliances au niveau européen, bien sûr. D'ailleurs, on a commencé à France Télévisions, on a tissé des alliances avec nos pairs services publics européens dans la coproduction de séries de niveau international avec la ZDF et avec la RAI. On va poursuivre avec les pays du nord de l'Europe. On a cette alliance sur la fiction qui fonctionne d'ailleurs très bien. On a déjà 6 projets qui sont en développement, dont certains qui sont même plus aboutis que ça. Moi, j'ai donné un objectif d'une grande fiction européenne, internationale par mois pour France Télévisions avec nos pairs. Et on peut aller bien au-delà de cette alliance sur la fiction. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je vais m'engager dans les instances européennes des télévisions publiques européennes avec le patron de la BBC. On va former une équipe, il va être président et moi vice-présidente, parce qu'on a tous les deux le sentiment qu'on est petit. Même la BBC se sent petite face aux acteurs mondialisés, et qu'on a besoin de trouver
dans l'info, dans le documentaire, dans l'animation, dans tous les genres, dans le divertissement, des alliances pour se renforcer les uns les autres et peser face aux acteurs mondiaux. Alors Maxime Saada, vous dirigez Canal+, cette question du futur de la télévision payante, j'ai presque envie de vous dire, finalement, Netflix n'aurait jamais dû exister, c'est Canal+, qui aurait dû l'inventer. Putain, la question... C'est fort. Je sais pas quoi dire, je suis mort là, vous m'avez tué, Fabienne. Écoutez, on a eu, vous savez, avant que j'arrive d'ailleurs chez Canal, une époque où on a eu cette volonté de créer un acteur mondial, et en tout cas européen, pan-européen, qui a été à peu près partout en Europe, en Scandinavie, dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, etc. Il y a encore un Canal+, des Canal+ qui se promènent et qui ne nous appartiennent pas. Ça a été un fiasco, ça a coûté plus de 2 milliards d'euros, ça a été un échec, il n'y a pas une des opérations qui gagnait de l'argent et la France perdait de l'argent. Donc à l'époque, on n'avait pas démontré la capacité à générer des synergies au plan mondial. Internet a changé ça. Et Netflix a saisi cette opportunité de manière absolument incroyable. Et c'est vrai qu'on a tendance soit à les encenser, soit à leur taper dessus, mais il faut reconnaître que d'un point de vue modèle, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et la disruption qu'ils amènent dans le secteur est phénoménale, parce qu'on parle de nous, on est en train de se réorganiser, mais aux États-Unis, on a des acteurs qui constituent déjà une autre taille que la nôtre, sont aussi obligés de se réorganiser. On vient de voir les 4 opérations de fusion qui viennent de se produire entre Discovery Scripps, Time Warner, AT&T, Fox Disney et Comcast Sky. Donc c'est pas fini. Il y a 4 ou 5 studios qui sont à vendre et la consolidation va continuer. Apple pourrait demain acheter Disney, que ça ne me surprendrait pas. Et donc c'est vraiment le début, comme le disait Delphine, y compris d'un point de vue industriel. On voit d'ailleurs Amazon qui s'intéresse aux chaînes sportives de Disney. Oui. Bon. Moi, je suis pas du tout aussi optimiste que mes collègues sur. Je crois qu'il y a un vrai sujet sur la consommation. Et je crois que le sujet, tu parlais d'argent et de porte-monnaie et du fait que Netflix va inexorablement augmenter les prix, ce que je crois aussi et que ça changera la donne. Mais je pense qu'avant ça, il y a un sujet de temps disponible, comme disent les Américains, share of time. Tu vois, on maîtrisait l'anglais en plus et on n'a pas réussi à faire le Netflix, c'est vraiment dramatique. Et je vois dans beaucoup de domaines, y compris même les jeux vidéo en ligne, dont pour la première fois on observe des baisses. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en train de regarder les plateformes, de Netflix notamment, et qu'on voit que le temps moyen par Français est passé de 1 minute et demie à 10 minutes en 2 ans, et qu'on sait que la croissance de Netflix, et en particulier d'Amazon, dans une moindre mesure, est exponentielle. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet pour tout le monde, et peut-être un peu plus pour les autres que pour nous, de consommation. On voit que la rentrée est quand même assez catastrophique, puisqu'on a des baisses de 17 minutes, de 19 minutes de la durée d'écoute télé. Et quand on regarde l'historique de toutes les chaînes hertziennes en France, sur les 30 dernières années, pour toutes les raisons qu'a indiqué Nicolas, la TNT, etc., on a quand même, on a une hyper-fragmentation. Moi, j'ai connu, je suis arrivé en 2004 chez Canal, TF1, c'était 33%. Alors, Gilles Dirac, il a reconstitué une part d'audience qui n'est pas très lointaine avec toutes les chaînes, etc., en TNT, mais néanmoins, voilà, et cette fragmentation, elle va continuer. Et donc, pour moi, le vrai enjeu pour tout le monde, c'est comment est-ce qu'on arrive à attirer l'audience dans un environnement où il y a beaucoup d'eyeballs, comme disent les Américains, qui sont attirés. Moi, je passe un temps, je le dis, je le reconnais, considérable, personnellement, à regarder Netflix, Amazon, etc. Et c'est des choses que je fais plus par ailleurs, et potentiellement des programmes que je regarde plus ailleurs, parce qu'il y a des programmes de grande qualité aussi. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu majeur là. Et du coup, derrière la question, moi je crois, là je rejoins mes camarades, il y a un sujet de taille. On ne peut pas y échapper. Nous, vous savez, on est obsédés par ça. On a changé beaucoup le modèle Canal en France pour retrouver de l'abonné. J'ai envie de dire, on commence à avoir les premiers résultats parce qu'on a une croissance sur Canal+, qu'on n'a pas eu depuis 10 ans en France, 230 000 abonnés. Mais au-delà, c'est surtout l'expansion à l'international. En 4 ans, on a gagné à peu près 1 million par an. On a gagné 4 millions d'abonnés à peu près depuis 2015. Puisqu'on est à peu près à 16 millions maintenant. Mais moi, mon obsession, c'est comment on arrive à 20, comment on arrive à 25, comment on arrive à 30, pour pouvoir amortir des contenus les plus spectaculaires possibles sur une base d'abonnés la plus large possible. On ne peut pas résister si on n'a pas ça.
Donc aujourd'hui, juste Canal+, hein, pour moi, c'est plus un groupe français. Hein. Pardon, on est basé en France, avec tous les handicaps et les boulets qu'évoquaient Nicolas et Delphine et Gilles. Mais on a plus de 50% de notre chiffre d'affaires et surtout de nos résultats qui sont réalisés à l'international. Studio Canal, c'est 80% de son résultat qui est réalisé à l'international, et on a plus de la moitié de nos abonnés à l'international. Donc nous, on est vraiment dans cette logique d'obsession de la taille et du nombre d'abonnés. Et ensuite, il y a le deuxième volet qui est la digitalisation. Alors encore une fois, je salue la persévérance de Delphine sur Salto, qui a réussi à convaincre ses camarades d'y aller. C'est un très bel effort. Nous, honnêtement, on n'avait pas attendu parce que Canal, d'abord MyCanal, bon, les chiffres que j'ai entendus variaient sur les investissements que vous allez faire, mais nous, je vais vous le dire, sur MyCanal, on investit 100 millions d'euros par an. C'est aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, 100 millions d'euros par an, 102 millions exactement l'année dernière. Donc c'est un investissement massif et on va accélérer. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'essayer de passer. Et ça, c'est objectivement la compétition de Netflix et d'Amazon qui nous y pousse énormément. On a 14 millions de téléchargements sur MyCanal, on a 2 millions tous les jours. On a battu le record français il y a quelques semaines avec le Classico, la Ligue 1, où on a fait 1 million de connexions simultanées à un instant T. Personne n'avait jamais fait ça en France, y compris de ce qu'on comprend Netflix. Sur la Coupe du Monde, sur la Coupe du Monde, peut-être fait ça. Bon, moi je suis payant, tu sais. Toi aussi un jour peut-être, mais tu payes. donc on a une app qui est même classée avec une meilleure note que celle de Netflix sur l'App Store et sur le Google Store, donc on est assez fiers de ça. Et on injecte, entre guillemets, vous savez qu'on a 150 chaînes sur MyCanal en linéaire, y compris nos camarades ici présents, puisqu'on a signé avec Gilles, tout arrive. Et donc on injecte des milliers de contenus tous les jours. On a à l'instant T 50 ou 60 000 contenus. Voilà. Après, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure avec Noémie Saglio, c'est la promotion. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de curation, de sélection et de mise en avant. Je pense que compte tenu des volumes aujourd'hui qui sont investis par Netflix et autres dans la production et les volumes qui sont annoncés, comment est-ce on parlait de création et de talent, comment est-ce qu'on émerge dans cet environnement? Nous, on fait le choix, honnêtement, on a une équipe sur la création originale qui a honnêtement une réputation mondiale, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est pas moi qui l'ai recrutée, donc vraiment, j'en tire pas crédit, elle est excellente. Et c'est eux qui me disent on peut pas faire plus de 10 séries par an parce que sinon on dégradera la qualité. Moi je leur demande d'en faire plus, eux limite. Et par ailleurs, vous savez, on accompagne le lancement de chaque série, on fait une campagne pour le Bureau des légendes, là, on a Hippocrate qui va arriver, qui est remarquable, on va l'accompagner, on va en faire un événement. TF1, c'est la chaîne de l'événement. Donc moi le sujet que j'ai aussi c'est ça, c'est la promotion. Comment, vous avez vu la pression qu'ils mettent sur Netflix en ce moment pour sortir en salle, Quaron et compagnie, comment est-ce qu'on émerge? Je pense que c'est aussi une question pour les talents, comment est-ce qu'on émerge dans cet environnement où il y a une hyper profusion de contenu. Gilles Pélisson, vous vouliez réagir au propos de Maxime? Oui, c'était sur à la fois la durée d'écoute, où quand on se replonge, moi je me suis replongé sur il y a 10 ans ou il y a 15 ans, alors je ne faisais pas de télé, mais on était à des durées d'écoute qui avaient progressé au cours des dernières années, qui sont en récession, mais on n'est pas à des niveaux dramatiquement bas, même si sur les jeunes, effectivement, on est à des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Donc c'est là le point de vigilance, mais on a toute une partie de la population qui continue à être très présente sur la télévision, et c'est les scores qu'on fait. Sur les alliances, c'est vrai que nous, on a... Sur la durée d'écoute, il y a une étude Morgan Stanley qui a été publiée récemment et qui dit quand même qui faisait juste qu'aux États-Unis, le décrochage des audiences des chaînes traditionnelles est intervenu après une pénétration de 20% de Netflix sur le marché. Et Morgan Stanley prévoit que ce taux de 20% sera atteint par Netflix Alors, vous le savez, en France d'ici 4 ans. Cette étude a été taillée en brèche parce que, par définition, la pénétration de Netflix est loin d'être celle-là en France aujourd'hui. Alors elle progresse, 9% à peu près. Mais ce que je veux dire, c'est que la chronologie du cinéma, tout ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas la même attractivité, la puissance de nos chaînes locales fait qu'il n'y a pas du tout cette résistance que vous avez par rapport aux États-Unis, qui est beaucoup, beaucoup plus fragmentée. Le cord cutting aux États-Unis, où les abonnements qui étaient à 100, 120 $ incitaient les gens à aller sur des plateformes beaucoup moins chères,
existe un peu en France, mais on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Donc, quelque part, il y a encore cet attachement à la boxe et puis ensuite à des plateformes comme Canal, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout. Alors, c'est vrai que Morgan Stanley a fait un formidable coup et l'analyste qu'il a fait beaucoup parler de lui. Ensuite, la profession est quand même, on a remis quelque chose au carré et je pense que maintenant, la plupart des acteurs l'observent différemment. Moi, j'insisterai sur les alliances, comme le disait Delphine. Un groupe comme TF1 aujourd'hui est dans des alliances avec ProSieben, avec Mediaset, et nous sommes effectivement tous conscients de la nécessité de travailler ensemble. Après, c'est plutôt sur la production, c'est plutôt sur un certain nombre d'aspects qu'on est en train d'inventer cette télévision du futur. Et puis, pour revenir sur ce que disait Nicolas, c'est quand même sur le fait de pouvoir faire bouger les lignes. On a encore des secteurs interdits, on n'en a pas encore parlé, à la télévision française, qui sont, moi j'ai eu l'occasion d'en parler notamment avec le nouveau ministre de la Culture, on est le seul pays en Europe où il est interdit de faire de la publicité pour le cinéma, alors que nous finançons le cinéma, les 4 groupes financent le cinéma français, c'est juste aberrant. On est interdit de télévision pour la publicité, pour la grande consommation et notamment les promotions, enfin des choses, la grande distribution, donc des choses qui sont assez aberrantes à l'onde d'aujourd'hui. Alors qu'effectivement, sur les plateformes, vous pouvez faire juste ce que vous voulez, quoi. Donc il n'y a aucune, il y a toute la liberté. Oui, donc on va bientôt vous donner la parole. Merci. Voilà. Absolument. Alors, Justine Rist, directrice des partenariats Europe du Sud de YouTube. Comment YouTube se positionne aujourd'hui dans ce paysage? Comment YouTube tisse sa toile, j'ai envie de dire? On a le sentiment que d'une espèce de position d'ennemi des chaînes, vous évoluez de plus en plus vers un contrat partenarial, finalement. Alors déjà, je voudrais prendre un pas de recul, parce que c'est vrai que la discussion aujourd'hui, pour l'instant, ont beaucoup polarisé sur un type d'acteur dans le numérique qui est la SVOD. YouTube, nous, notre cœur de métier, c'est la AVOD, c'est le modèle publicitaire avec un accès gratuit. Et si on devait mettre une image sur ce que YouTube peut être dans le paysage audiovisuel, moi j'appellerais ça du foncier, en fait. YouTube s'inscrit vraiment dans une complémentarité de tous les groupes médias, notamment ceux qui sont représentés aujourd'hui. Chacun de vous, d'ailleurs, avait bien compris comment YouTube peut être un actif foncier qui permet de développer une empreinte sur le numérique. Les 4 groupes aujourd'hui, TF1, France Télévisions, Canal et M6, cumulent plus de 9 milliards de vues sur YouTube depuis le début de l'année. Le mot-clé complémentarité et opportunité. Aller chercher chez un acteur, une plateforme comme YouTube, un complément d'audience, qu'elle soit plus jeune, qu'elle soit plus féminine, plus masculine, un complément de reach sur d'autres territoires. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir un débat d'opposition. Nous, on est, et je sais de quoi je parle, je viens moi-même de la télévision, une logique de comment est-ce qu'une plateforme comme YouTube, quand je suis un patron de chaîne, peut m'aider. Maxime, vous parliez de la promotion des programmes, peut me permettre de créer un rayonnement autour de mes rendez-vous à l'antenne. Comment est-ce que YouTube peut être une plateforme qui me permet de créer un vivier de talents? C'est exactement la stratégie de MCN qu'ont développé chacun des groupes avec Studio Bagel, avec Studio 71, avec Golden Moustache, avec France Télévisions, MCN, pour aller chercher des ambassadeurs, des créateurs qui vont développer une vraie communauté sur YouTube et ensuite ramener des gens à l'antenne. Comment est-ce que je peux utiliser la plateforme aussi comme un laboratoire de format? Si je prends des exemples sur Canal+, comme les tutos ou comme Click, ça permet de tester en temps réel et de voir quel est l'impact ou l'accueil d'un public et puis ensuite porter ce rayonnement plus largement à l'antenne. Donc je pense qu'il y a vraiment une logique de complémentarité des forces. Nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là, on s'inscrit dans cette équation-là. Évidemment, quand je dis équation, ça veut dire une équation en tant qu'audience, c'est une équation évidemment économique. Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne équation économique pour qu'en plus d'un complément d'audience, on a un complément de revenus, pour que ces dynamiques-là permettent d'avoir des nouveaux annonceurs, permettent d'avoir des inventaires complémentaires que les régies peuvent vendre. Et concrètement, il y a un partage de revenus entre les acteurs de la télévision et YouTube. Oui, absolument. Et je veux juste... On aura peut-être des choses à... Delphine Ernotte aura peut-être des choses à dire sur ce sujet. Moi, je suis d'accord avec vous.
il faut être complémentaire. Mais on va revoir quand même un peu notre politique, parce que le partage de revenus, c'est rien du tout ce qu'on touche de YouTube. Mais c'est que dalle. Hein. Non, mais franchement, c'est pourboire pour le petit personnel. Donc, Vous faites beaucoup d'audience. France Télévisions en particulier cartonne sur YouTube. Reverse plus de la moitié de ses revenus aux créateurs. Ah bah si, je vous assure. Bon, bah, nous, c'est 2 millions. Vous ne devez pas gagner grand-chose parce que franchement, non, je crois que là, il faut être clair. YouTube est un outil formidable et les jeunes, ils vont sur YouTube. Ils n'allument pas la télé, ils vont sur YouTube. C'est leur écran. Donc, c'est pas une critique de YouTube. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on utilise YouTube pour toucher les jeunes publics. Mais clairement, nous, on va infléchir notre politique vis-à-vis de YouTube. On va arrêter de mettre les œuvres intégrales sur YouTube. Voilà, je vous le dis. Voilà, on a pris la décision. C'est là que je pense que... Je vous dis mon point de vue, parce que ça rapporte rien. Il n'y a pas de partage de valeur. Ça n'est pas vrai. De la même manière, je pense que... c'est vrai que mes collègues, et je suis d'accord, évoquent le fait qu'on a besoin d'avoir une équité de régulation en France. Et donc, on attend beaucoup des pouvoirs publics, c'est vrai, mais je crois qu'il faut aussi qu'on soit malin. Il faut arrêter de filer nos séries à Netflix. Il faut arrêter. Et d'ailleurs, nous, on va arrêter. Donc, je dis aux producteurs dans la salle, si vous avez un cofinancement avec Netflix, c'est pas la peine de venir nous voir, on ne prendra pas. Voilà. Et d'ailleurs, je dis ça parce que l'autre jour, on faisait un séminaire à Français sur le numérique, et on avait invité un ancien de Netflix. Et donc je lui ai dit, bon, bah, qu'est-ce que vous pensez? Je suis sortie dans la presse, j'ai dit, moi j'arrête de préacheter ou de cofinancer avec Netflix, et vous en pensez? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Un ancien de Netflix, il était encore il n'y a pas longtemps, il m'a dit, arrêtez de leur filer votre fric. C'est pas des ennemis, c'est des concurrents. Voilà. Donc oui, il y a de la complémentarité. Enfin bon, Delphine, voilà. Est-ce que je peux juste ajouter, je pense que dans cette logique de travailler ensemble, ce qu'on fait déjà, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a tout de suite une polarisation sur non, mais on veut pas que là je fais un court-circuit, YouTube devienne le replay de France Télévisions. C'est pas du tout de ça dont on parle en fait. C'est comment est-ce que je peux utiliser cette plateforme-là qui me donne un catalyseur d'audience formidable pour ramener vers le rayonnement d'œuvres dans leur intégralité sur mes propres destinations. Comment je peux travailler une chronologie des médias pour faire qu'il y ait un rendez-vous et un rituel antenne en temps réel très fort. Après, une fenêtre de replay et ensuite un rendez-vous plus long terme là où est l'audience. Comment est-ce que je peux, sur des émissions de back catalogue, je prends des exemples, c'est mon choix, ou on demande qu'à en rire, qui sont des émissions qui ne sont plus diffusées, qui ont pourtant une vraie audience de fans. Comment est-ce que je peux utiliser ces plateformes-là pour les faire rayonner? Donc je ne suis pas du tout en opposition en train de dire, je ne viens pas chercher le replay intégral de France Télévisions. Ça n'aurait pas sens parce que ça ne serait pas créateur de valeur comme vous l'entendez. Gilles Pélisson. Non, moi je voulais juste rebondir sur le fait qu'effectivement je souscris au fait qu'on a un vrai problème de partage de la valeur, que c'est vraiment pas acceptable aujourd'hui la façon dont nos contenus sont traités, et notamment par YouTube. C'est encore pire, je vais être gentil avec vous, avec Facebook. Donc je veux dire, on va juste se dire la vérité ce matin. Est-ce que vous êtes prêt, comme vient de l'annoncer Delphine Ernotte, à retirer Ah ben nous, alors moi je suis ravi, je salue ce que vient de dire Delphine, parce que nous, ce qui nous a toujours choqué, on a toujours refusé dans le groupe TF1 à donner tous les contenus longs à YouTube. On est le pays du piratage. Et là, il y a énormément de piratage, donc c'est vrai qu'on n'est pas en opposition là-dessus. Mais c'est vrai que c'était un peu scandaleux et je trouvais ça pas normal. Et je trouve que Delphine fait un très bon pas là, dans cette direction-là, en disant il n'y a plus de contenus longs qui sont donnés à YouTube. C'est un vrai enjeu. Et alors, d'autant plus que nous, si on se projette et qu'on se dit, on le voit aux États-Unis, une des parties du futur de la télévision, c'est quand même cette télévision adressée, avec de la data, où on connaît le téléspectateur, on peut s'adresser à lui, on peut lui proposer, ou même mettre, si on doit avoir encore des systèmes monétisés par la publicité qui lui plaît, qui correspond à ce qu'il aime. Eh bien, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure quand les deux producteurs disent Netflix me connaissait déjà. Ils ont accès à cette donnée, elle n'est pas partagée, c'est un avantage substantiel. Nous, on ne peut pas en profiter aujourd'hui, et c'est ça le drame de faire bouger la législation dans notre pays en se disant c'est quand même complètement dingue. On a des acteurs
qui Ce qui sont n'est pas le cas pour extrêmement YouTube, puissants. hein, vous connaissez Oui, toutes les bon, enfin, données. bon, Ah bah oui, non, mais c'est important. Je pense c'est quoi que la vraiment, maison il y a- mère de YouTube? Oui, mais Google, Ah vous oui. avez Ah toutes, oui, non, vous c'est avez Google. toutes Oui, les. Google, j'avais oublié sur que- vos audiences, Ouais, Gilles, non. sur vos chaînes TF1 sur YouTube, vous connaissez absolument tout le profil des audiences, qui vous regardent, etc. Donc vous avez cette ingénierie d'accord. d'audience à Mais- disposition. Et vous le savez, sur Netflix, les deux producteurs l'ont pas dit, mais quand ils vont demander dans quel pays ils ont été diffusés, quels ont été leurs scores d'audience, etc., la boîte noire qui aujourd'hui est le cas de la plupart des plateformes, qui ne partagent pas leurs données, c'est contrairement à Médiamétrie, contrairement au box-office, où on a l'habitude, dans le monde des contenus, d'avoir des indicateurs totalement objectifs faits par des tierces parties, n'existe pas sur ces sujets-là. Donc ce sont des avantages significatifs concurrentiels. Un réel enjeu business. Et bien évidemment, au monde où on est tous d'accord pour dire le futur c'est la data. Donc la maîtrise de la data et la non-partage de la data est absolument clé. Alors, Et juste, je me permets de souligner que Delphine Arnault est un peu plus loin, puisqu'elle a dit qu'elle ne vendrait pas aux plateformes payantes aussi. Je ne suis Oui. pas sûr que alors, Gilles... justement sur ces questions de réserver Déjà dans des, Salto, hein, déjà, Delphine contenus. est déjà dans Salto. La présence de contenu exclusif sur une nouvelle plateforme, celle que vous lancez tous les trois, TF1, M6, France Télévisions, est clé pour le succès de cette future plateforme Salto. Delphine Ernotte, vous avez dit qu'à partir du moment où il y aurait Salto, il n'y aura plus les séries France Télévisions sur Netflix. Est-ce que chez M6, on aura la même démarche, on arrête Netflix au profit de Salto quand la plateforme sera lancée? On est beaucoup plus pragmatique que ça. Si Netflix nous donne beaucoup on est comme avec Canal+, c'est-à-dire Canal+, il y a des programmes qu'on fait avec eux, le cinéma par exemple, ils passent toujours sur Canal+, dans 98% des cas. De toute façon, on voudrait faire autrement qu'on ne pourrait pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut partager avec Netflix. Ils nous payent normalement les droits comme Casa del Papel avec Antena 13. Moi, je suis au bord d'Antena 13, je suis ravi qu'on ait vendu Casa del Papel à Netflix. Ça a d'ailleurs pas très bien marché sur Antena 13, beaucoup mieux sur Netflix parce que c'était plus profilé pour Netflix. Le problème, c'est que nous, quand on fait une production extérieure, on ne partage pas les droits. C'est ça le problème, c'est que maintenant on veut nous imposer Netflix sans qu'on ait notre mot à dire. Et ça, on veut pas ça. Donc on revient toujours à la réglementation. Et puis la deuxième chose, sur YouTube, là aussi on est très pragmatique. Si on n'a pas accès suffisamment à des datas ou à de la publicité, ben on ne donne pas nos programmes. Pour le moment, on ne donne aucun de nos programmes longs, notamment. Non, mais vous avez une activité endémique YouTube très importante via Golden Moustache, avec qui d'ailleurs on a... Absolument. Voilà, Donc, et pour ça nous, c'est très vertueux. Donc c'est après trouver ce modèle. Donc on est pragmatique de ce côté-là, mais on ne veut pas se faire imposer des choses et on veut surtout lutter à armes égales. La deuxième chose sur la consommation télé, parce qu'on entend quand même beaucoup de bêtises sur la consommation télé, rien qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est de dire, un sujet de distribution. Est-ce qu'il y a des plateformes qui vont dominer par leur marque le fait qu'on rentre et puis qu'ensuite on va choisir ? Et c'est en train de devenir le cas, c'est pour ça que je pense à la concentration, et c'est pour ça qu'on a des initiatives pour créer des marques de distribution. Par contre, sur les programmes, on est tout à fait en phase pour lutter sur des programmes qui sont consommés de manière moins linéaire que nous l'avons. Le problème de la télévision généraliste, c'est qu'elle est obligée d'être un peu mainstream, donc de plaire à la fois aux moins de 40, aux plus de 40, aux moins de 50, aux plus de 50, pour avoir rassemblé une audience. Quand on dit qu'on est les premiers aux moins de 50 ans, sur tel ou tel programme, généralement, il y a au moins un tiers, voire parfois la moitié. Il faut savoir qu'en télévision, il y a la moitié qui ont plus de 50 ans. Donc il faut qu'on crée des programmes, c'est pour ça que prenons l'exemple des Ch'tis ou des Marseillais. La moitié de l'audience est faite en non linéaire. On a la moitié de l'audience, 500 000 téléspectateurs qui viennent le voir en non linéaire. Donc on n'a pas de sujet de durée d'écoute. Donc simplement, il faut qu'on trouve des programmes qui soient adaptés à cette catégorie de population. Il y a des initiatives qui sont faites sur l'ensemble des chaînes qui se représentent aussi. Le problème pour nous, c'est la marque distributeur. C'est-à-dire, qui va nous distribuer ? Est-ce que nous sommes capables de nous auto-distribuer ? Pour ça qu'on fait de l'OTT. Et est-ce qu'on est capable de créer des marques dans lesquelles on luttera avec des grandes marques mondiales ? Et enfin, quel est le rapport qu'on peut avoir à ces marques qui nous distribuent, type Netflix, qui peuvent distribuer certains de nos programmes qu'on partage ?
Fabienne, il va nous rester 5 minutes. Je sais, ça passe vite. Juste un mot sur le délinéarisé pour dire que chez nous, on a franchi le cap. Hein. C'est-à-dire qu'on a en moyenne 25% de l'audience qui est maintenant à la demande, délinéarisée. La moyenne nationale, c'est 6%. Donc on est très 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 au-dessus des autres. Hein. On a lancé à la demande juste après RT, quelques semaines après RT, donc on avait aussi un temps d'avance. Évidemment, on est porté par le type de programme de canal, cinéma, série, etc. Et sur nos créations originales, et en particulier, c'est littéralement exponentiel. Sur le Bureau des légendes, on fera sans doute 75% de l'audience en délinéarisé. Donc on a vraiment franchi le cap et on est en train, objectivement, de repositionner Canal+, non plus comme une chaîne, mais comme une plateforme digitale qui pourrait potentiellement s'apparenter à une plateforme SVOD demain. C'est ça notre idée. Alors, vous avez arrêté, vous avez mis un terme à l'aventure Canal Play. Qui a beaucoup perdu en audience au fur et à mesure de la montée en puissance des plateformes SVOD comme Netflix. Vous avez un autre projet dans les cartons qui pourrait voir le jour au premier semestre 2019, si j'en crois la revue Satellifax qui l'annonçait récemment. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails sur ce que vous préparez? Je pense que d'abord, pour nous, la meilleure réponse à Netflix, c'est Canal+. Et donc son expression digitale qui est MyCanal. Donc vous savez qu'on a fait tout un travail pour baisser les coûts du groupe Canal+, pour baisser les prix d'accès de Canal+, et qu'on a maintenant des offres à moins de 10 € pour les moins de 26 ans, à 15 € chez Orange, etc. Donc on a un produit qui, de notre point de vue, le plus compétitif face à Netflix, c'est Canal+, et c'est MyCanal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas laisser aux Américains l'entrée de marché, c'est-à-dire le moins de 10 €, et que donc on pense qu'il faut en effet qu'on apporte un produit de substitution à Canal Play qui n'avait plus vocation à exister parce qu'on perdait de l'argent, en grande partie plombé par des décisions du Conseil de la concurrence à l'époque qui nous avait interdit d'avoir des exclusivités, je le rappelle, pour favoriser le développement de Netflix. C'est un succès de ce point de vue-là, ils ont bien réussi. Donc on pouvait plus. Donc oui, on lancera une offre de substitution, sans doute si on y arrive dans le premier trimestre 19. Fin du premier trimestre, et qui sera très focalisé sur les séries et qui sera au coût le plus bas possible que nous serons capables de proposer. Très bien. Gilles Pélisson. Je voulais juste revenir sur cette bataille des contenus, parce que c'est vrai que sur Salto, on le voit, on va arriver à un moment où, de toute façon, les groupes vont devoir se positionner et sécuriser leur accès au contenu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas multiplication des talents. C'est pas parce qu'il y a 2 fois plus de séries produites à Hollywood qu'il y a 2 fois plus de talents à Hollywood. Non. La moitié des séries maintenant sorties par Hollywood sont moins bonnes. On le vit tous les jours, des séries traditionnelles américaines qui ont beaucoup baissé, parce que les talents vont pouvoir aller sur les plateformes. Tant mieux pour certains talents et tant mieux pour les showwriters qui vont aller sur ces plateformes. Mais quelque part, la moyenne s'appauvrit. Et donc ça veut dire qu'à un moment, cette bataille pour mettre un financement sur une série, sécuriser un producteur, un réalisateur, on la vit tous les jours. Et on se retrouve effectivement face aux plateformes. Et c'est un véritable enjeu. Et quand on vient à l'économie de la plateforme, c'est vrai que moi je reviens quand même sur cette notion du prix prédateur. C'est qu'un prix à 10 ou 12 €, enfin, ce qui est tel qu'il est pratiqué par la plupart d'entre elles, dans le cadre où on peut se passer les codes, et on sait qu'aujourd'hui il y a des partages de codes qui est assez nombreux, on n'est pas à 10 €, on est à 50 centimes, voire moins, de l'accès de la plateforme par mois. Et ça, en termes économiques, pour des plus petits acteurs, c'est juste redoutable. Et ça veut dire que quand on parle de participation, alors l'idée qu'il y ait des plateformes qui permettent à tout le monde d'avoir accès à des très forts contenus, on est tous favorables à ça. Mais après, dans l'économie, le partage et surtout le financement de la création en France, locale, etc., c'est là où nous, on dit, fiscalité, c'est absolument un scandale qu'il n'y ait pas une fiscalité plus forte, de façon à ce que ces plateformes participent, soient fiscalisées et participent à la création française. Sachant que nous, en tant que chaîne historique, on est encore dans les vieux modèles, et c'est peut-être ça le rendez-vous de la loi aussi sur l'audiovisuel, pour dire, revoyons en quoi les différents acteurs qui vont pouvoir proposer aux consommateurs français, européens, voire mondiaux, des contenus, vont participer au financement de cette création. Aujourd'hui, on en est très loin.
Peut-être juste rapidement sur cette question de contenu, réserver des contenus exclusifs à la plateforme Salto, c'est une condition de réussite essentielle pour cette plateforme. Sur quelle position c'est vous surtout la êtes, vous, Gilles sécuration de- Pélisson? ce qu'on se dit, c'est Est-ce que vous êtes prêt, comme l'a dit Delphine Ernotte, à dire, eh bien, demain, on ne vendra plus nos programmes à Netflix, on les vendra en priorité à Salto pour assurer la réussite? Comme le disait Nicolas, je crois que on sera pragmatiques les uns et les autres. Et je ne crois pas que ça soit exactement ce que voulait dire Delphine. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on va, et nos équipes déjà, dans les acquisitions de droits, parce que ça se prépare longtemps à l'avance, on achète tous les jours sur nos chaînes des contenus, on négocie des droits. Eh bien, on est déjà, je crois, les uns et les autres, dans l'anticipation de dire « Ah oui, j'achète cette série, j'aurai quel droit ? Comment je vais pouvoir l'utiliser ?» Et finalement, bien sûr qu'il y aura on va privilégier Salto pour que Salto ait des contenus. On sera bien sûr pragmatique, mais c'est vrai que c'est déjà quelque chose qui nous habite. C'est-à-dire, on va privilégier nos propres contenus parce que le fait de les donner ou de les vendre, et notamment à des concurrents, ennemis, on les appelle comme on veut, c'est un véritable enjeu, sachant que eux, quand ils achètent des droits, c'est de façon totalement exclusive. Un mot de conclusion peut-être de Delphine? Oui, non, je voulais juste réagir et je conclurai après. Juste, si l'exclusivité est importante pour moi, c'est bien sûr pour Salto, mais avant tout pour France.tv. C'est pour mon cœur business que c'est important. Si je mets sur France.tv une série que je retrouve à peu près partout, sur YouTube, sur Netflix, je suis qui ? Voilà. Donc l'exclusivité, elle est cœur pour les médias gratuits que nous sommes. Bon, pour finir, là, on se prend le bec avec YouTube. Évidemment, ils sont au monopole, donc. Mais Qui est quand même là aussi, à la table ronde, alors qu'on parle de Netflix depuis voilà, tout à l'heure. alors qu'on parle de Netflix, mais on pourrait parler de Facebook, etc. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, le monde va évoluer. Je suis sûre que dans 5 ans, quand les Chinois seront arrivés avec l'équivalent de YouTube et qu'il y aura une situation monopolistique un peu moins violente que celle qu'on éprouve aujourd'hui, on aura peut-être d'autres discussions, effectivement, avec ces acteurs qui sont essentiels, comme YouTube, comme d'autres qui vont arriver. Donc pour finir, je dirais que moi, de mon point de vue, médias français que nous sommes, on a 2 impératifs pour tenir dans cette période de plein chamboulement. Le premier, c'est de continuer à investir fortement dans les contenus et dans la création, pour ça qu'on se bat en particulier sur le service public. Et le deuxième, c'est de maîtriser la distribution, parce que comme le dit Dominique Delport, qui a été longtemps chez Vivendi, qui est maintenant président de Vice International, le contenu est roi, mais la distribution est reine. Voilà. Merci pour ces mots de conclusion. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde.